L'honneur que d'accueillir Sidney Bechet, clarinettiste et sopraniste noir, vétéran de New Orleans, authentique roi du jazz. Nous sommes le 14 mai 1949. Pierre Bourru, ici à droite, la vingtaine insolente, fait le pari fou d'organiser un concert de Sidney Bechet pour une toute première date en Suisse. À ce moment, le clarinettiste et saxophoniste n'est pas encore une vedette, mais rien qu'un second rôle dans la revue Nègre de Joséphine Baker à Paris. Les places coûtaient 3 francs, les meilleurs marchés, là-haut, à la galerie, et les plus chères, 8 francs, là, tout le parterre. On m'a traité de fou. Personne ne mettra 8 francs pour voir un musicien. Et pourtant, les places s'arrachent en 3 jours, un record pour l'époque. Pierre Bourru a eu du flair. À l'entrée en scène de Sidney Bechet, le public devient fou. On ne le voyait pas. La salle était éteinte. On a réussi à avoir un projecteur qui a pris juste le pavillon du soprano. Vous voyez ce que c'est le pavillon du soprano, le bas de l'instrument. Et là, il a commencé à jouer derrière le rideau. Ça a été du délire dans la salle, c'est-à-dire tout d'un coup, les gens ont crié, applaudi. On aurait dit un concert de Johnny Hallyday 30 ans plus tard. Hein. C'était très inattendu comme réaction. Le journal de Genève, le journal de la Suisse, la Gazette de Lausanne, enfin bref, tout le monde a parlé de ça. Hein. C'était un concert événement. Après cette première date suisse, Sidney Bechet reviendra ensuite chaque année jusqu'à sa mort. Il jouera à Lausanne, Berne, Zurich, mais aussi Sion, Delémont, Port-Entruy et La Chaux-de-Fonds. Claude Wolff était son manager dans les années 50. Il s'en souvient. Il aimait beaucoup la Suisse. Il avait quelques amis non musiciens, dont les Wagner. Les amitiés, il se sentait, je pense, à l'aise. Et chaque fois qu'il venait à Genève, il était content. Dans cette maison au bord du Léman à Bellevue, la Vigne Rouge, Sidney Bechet pêche, joue, rigole avec ses amis genevois. Il aime la Suisse, ce pays libertaire où la ségrégation n'existe pas et où l'on peut acheter de beaux appareils photo. Il a vulgarisé, mais dans le bon sens, le jazz. Et je pense qu'il a peut-être fait beaucoup pour le jazz en Suisse, mais en France, en Allemagne, en Angleterre, dans tous les pays d'Europe où il est passé. Et c'est justement pour revaloriser ces enregistrements suisses qu'une fondation s'est attelée à déterrer documents d'époque, photos et archives audio. Les enregistrements sont non seulement restaurés, mais aussi masterisés, un travail de joaillier pour les supports les plus endommagés. Entre 8 et 12 heures de travail par morceau pour enlever les grésillements, et essayer de fluidifier le son, de faire en sorte que l'oreille puisse enfin totalement se concentrer sur la musique. Un logiciel permet de travailler le son fréquence par fréquence. Par exemple, si quelqu'un crie pendant un concert, je peux juste enlever la personne qui crie et pas le reste du concert. Technique à l'appui, la Fondation fait ressurgir un pan du patrimoine culturel suisse si méconnu et pourtant si passionnant. L'histoire d'amour entre notre pays et l'un des fondateurs du jazz, ni plus ni moins.